Mardi, nous sommes le 23 juin 2020. Bonsoir à tous et merci pour votre fidélité à notre programme d'actualité sur la maladie à coronavirus. Ce soir, nous allons débattre du thème quelles consignes pour les populations à risque et comme invité, docteur Mamessile Assi, directrice générale du CAMEG. Bonsoir madame et merci d'être là une fois encore. Bonsoir Mathieu, merci pour l'invitation. Voilà. Alors, d'entrée de jeu, qui peut-on classer dans la catégorie des populations vulnérables dans le cadre de cette pandémie à coronavirus? Alors, ce qu'il faut retenir des personnes à risque, ce sont des personnes qui sont susceptibles de développer des complications lorsque leur organisme entre en contact avec le virus et qui présentent en général ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire il y a des maladies ou bien des facteurs aggravants qui existaient avant le premier contact avec le coronavirus. Donc c'est en l'occurrence les personnes âgées, donc en général au-delà de 65 ans pour ce qui concerne les pays développés, mais déjà au-delà de 60 ans sous nos tropiques. Ce sont les personnes obèses, donc qui présentent ce qu'on appelle un indice de masse corporelle supérieur à 30 par rapport à la norme qui ne doit pas dépasser 25. Ce sont également, et donc ces deux catégories, personnes âgées, patients obèses, en général présentent des maladies qui reviennent souvent liées soit à l'âge, donc, ou soit à cet excès de poids. C'est des maladies cardiovasculaires, donc l'hypertension artérielle. C'est également tout ce qui conduit à une insuffisance cardiaque ou bien quelqu'un qui a des séquelles d'accident vasculaire cérébral. Ce sont également des patients diabétiques dont le traitement n'est pas équilibré, donc, et qui présentent des complications secondaires au diabète. Donc chez ces personnes-là, en contact avec le coronavirus, il y a un grand risque de complications. Nous avons également des patients qui ont des insuffisances rénales chroniques et qui sont dialysés, par exemple. Ce sont des personnes à risque. Des patients pour lesquels le cancer a été détecté sous traitement, donc sont sous chimiothérapie. Donc ça nous amène au groupe des patients qui ont une immunodépression, qui peut être congénitale, c'est-à-dire c'est de naissance, ou bien qui sont liées à des maladies comme le VIH-Sida. Donc, toutes ces personnes-là sont susceptibles de développer des complications lorsqu'elles sont en contact avec le coronavirus. Pour ne pas oublier aussi, compte tenu de l'influence de l'hépatite sous nos tropiques, des personnes qui font des hépatites à un certain stade sont des patients à risque aussi. Donc, voilà un peu la classe des personnes qu'on peut retenir comme des personnes vulnérables. Alors, pourquoi très souvent on cite le diabète, l'hypertension, le sida, qui sont bien sûr ces maladies qui aggravent, les facteurs qui aggravent bien sûr alors, ces maladies la maladie dans tout son ensemble quand on parle de coronavirus? Effectivement, c'est des maladies très fréquentes sous nos tropiques, donc dans notre pays, qu'on retrouve de plus en plus, et donc qui affaiblissent l'organisme et donc affaiblissent la capacité de l'organisme à se défendre vis-à-vis des agressions extérieures. C'est ce que nous appelons l'immunité. Donc les gendarmes que notre corps produit, que nous appelons des anticorps, sont affaiblis quand nous nous retrouvons dans ces situations de maladies chroniques qui nous font dépenser beaucoup d'énergie et ne permettent pas à notre corps de produire suffisamment de gendarmes. Donc quand on se retrouve, quand on est dans cette situation et qu'on se retrouve en contact avec le coronavirus, il est difficilement éliminé par le corps dont la capacité de défense est affaiblie. Donc c'est pour cela que ces maladies reviennent comme facteur aggravant pour la survenue de complications pour quelqu'un qui fait la maladie. Qu'en est-il du paludisme? Le paludisme est dans le même cas. Un malade qui est atteint de paludisme, donc qui est en pleine crise déjà, il fait de la fièvre, son corps est affaibli, son corps est fatigué par la crise du paludisme. Ses défenses étaient déjà mobilisées pour lutter contre le paludisme. Une autre maladie vient s'ajouter. Le paludisme affaiblit et donc ne permet pas au corps de se défendre suffisamment
ce sont des patients en crise de paludisme sont susceptibles de faire les complications de la maladie à coronavirus. Parfait. Les femmes enceintes sont-elles aussi vulnérables quand on sait que, au cours de la grossesse, il se passe beaucoup de choses. Tantôt, la femme elle est faible, tantôt elle a tel problème d'anémie et autres. Est-ce qu'elles sont aussi vulnérables à cette maladie à coronavirus? Alors, quand nous regardons dans la littérature, les femmes enceintes, du fait des changements dont vous avez parlé, qui sont liés à l'état de grossesse, où on a des changements physiologiques, on a des changements immunologiques qui tendent à fatiguer la femme qui porte une grossesse. Quand on regarde dans la littérature, les épidémies précédentes dues à d'autres coronavirus, notamment le SARS-CoV-1 et le MERS, décrit chez les femmes enceintes, effectivement, les rendent vulnérables. Donc, l'état de grossesse rend la femme enceinte vulnérable. Maintenant, par rapport au coronavirus, donc le SARS-CoV-2, qui sévit actuellement, il n'y a pas suffisamment de données, mais on se dit que, parallèlement, quand on observe ce qui se passe avec les précédentes épidémies de coronavirus, la grippe ou même la coqueluche, la femme enceinte est vulnérable. Et pour faire simple, sous nos tropiques, la femme enceinte est très vulnérable, par exemple, vis-à-vis du paludisme. Raison pour laquelle les consultations prénatales sont recommandées. Il y a un traitement antipaludique qui est mis en place en prévention pour que la femme enceinte ne fasse pas le palud pendant sa grossesse, pour éviter les complications et pour la maman et pour le fœtus. Donc oui, la femme enceinte est vulnérable, surtout au 3e trimestre de la grossesse. Entre-temps, dans les statistiques qui ont été publiées par la cellule Riposte, on a parlé d'un nouveau-né de quelques jours et sa maman. Qu'en a-t-il exactement? Oui, un nouveau-né est décédé suite... il l'a pas contracté dans le ventre, non? C'est pas décrit, on ne le sait pas en fait. Okay. Les modalités de transmission entre la maman et le fœtus dans le ventre, donc avant, pendant et après accouchement, ne sont pas connues pour le coronavirus. Il n'y a pas eu suffisamment de cas pour qu'on puisse dire oui, il y a une transmission dans le ventre, donc intra-utéro, ou alors pendant l'accouchement, puisque les fluides de la maman sont en contact avec les fluides de l'enfant, ou bien après l'accouchement, pendant l'allaitement. Honnêtement, on ne le sait pas. Donc, on n'est pas en mesure de décrire comment s'est fait la transmission entre la mère et l'enfant. Tout ce qu'on sait jusqu'alors, la voie de transmission connue, c'est une émission de gouttelettes de la part d'une personne qui est déjà contaminée et dans les gouttelettes dans lesquelles se retrouve le virus qui passe à un autre homme. Mais concernant la maman, est-ce qu'elle sera exposée, vulnérable, et quand elle vient à peine de faire peut-être la naissance du nouveau-né dans son ensemble? elle est vulnérable, puisque même sans coronavirus, une femme qui vient d'accoucher, il y a toute une hygiène, toute une prophylaxie qu'on met en place pour éviter qu'elle ne contracte des infections post-partum. Donc, une femme qui vient d'accoucher est effectivement, de par l'état de fatigue du corps qui s'est dépensé pour l'accouchement, même si c'est une césarienne, c'est épuisant. Donc, l'état de fatigue d'une femme qui vient de mettre au monde fait qu'elle est vulnérable aux agressions extérieures. Justement, parlant bien sûr de ces femmes enceintes et puis du paludisme, on est dans cette période où la femme est appelée également à faire la consultation en période de pluie où sévit le paludisme. Dans tout son ensemble, que doit-on faire concrètement pour ne pas quand même tomber dans les revers de cette maladie à coronavirus? Alors, parce que les consultations ont carrément chuté. Tout à fait. Les consultations ont chuté, mais en même temps, il y a les consultations prénatales pour lesquelles on continue de sensibiliser. Il y a les agents de santé communautaire qui sont mobilisés pour sensibiliser les femmes enceintes dans les communautés. Et donc, le programme national de lutte contre le paludisme applique en tout cas la politique de santé en matière de lutte contre le paludisme, qui préconise au niveau des femmes enceintes donc la prise en charge contre le paludisme, parce que c'est l'affection la plus fréquente qui provoque le plus de complications aussi chez la femme. Et il y a également la division de la direction de la mère et de l'enfant, donc qui recommande toute une série d'actions, dont dormir sous moustiquaire,
absolument se protéger les endroits du corps découvert à partir de 18 heures, dormir sous moustiquaire et pour les femmes enceintes, ne pas rater les consultations prénatales parce qu'il n'y a que comme ça qu'on détecte à temps des problèmes ou des complications et qu'on essaye de résoudre avant l'arrivée de l'enfant, avant la date de naissance présumée. Donc, tous ces conseils-là sont repris au moment des consultations prénatales et également à travers la sensibilisation de proximité faite par les agents de santé communautaire. Il revient maintenant à chacun dans son entourage de les mettre en application et aussi que l'entourage soutienne la mise en application de ces conseils-là. Alors, donc on parle également de la confusion entre les signes de coronavirus et puis ceux du paludisme. Est-ce possible en ce temps ou... C'est possible et le 111 aide à screener. Quand vous appelez le 111, l'opérateur qui vous prend en charge vous pose un certain nombre de questions qui permettent d'arriver à orienter le patient si il doit se rendre dans un centre de santé parce que ce n'est pas suspecté coronavirus ou si c'est suspecté coronavirus. À ce moment, les directives sont données pour que l'équipe du district aille faire le prélèvement au niveau de la personne tout en veillant à ce que la personne s'isole dans la mesure du possible. Parfait. On a longtemps pensé que les populations vieilles supportaient mal la maladie. Les faits semblent prouver le contraire. Alors, attention à la lecture qu'on fait des chiffres. Oui. Ça reste prouvé, ça reste définitivement vrai que les personnes âgées sont celles qui font le plus de complications jusqu'au décès en Occident. Même en Asie, les personnes âgées sont les plus touchées. Mais quand on prend le Togo, on se rend compte effectivement que ce sont principalement 3 tranches d'âge qui sont touchées. Donc à ce jour, quand on prend les chiffres cumulés au 21 juin, c'est la tranche d'âge de 25 à 34 ans, donc avec 177 cas, et puis la tranche d'âge de 35 à 44 ans avec 141 cas, suivi de la tranche d'âge de 15 à 24 ans de 427 cas. C'est la plus grande population qui a été contaminée. Mais en termes de complications, on n'a pas vraiment de chiffres, sachant qu'on a plus de 2 tiers, rappelons-le, on a plus de 2 tiers des cas confirmés qui sont guéris. Et ça s'explique par rapport à la jeunesse de l'âge. Mais il y a une étude qui a été faite par l'école de médecine tropicale et d'hygiène de Londres, oui, qui a pris les données de 6 pays, donc la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l'Italie, j'oublie les autres pays, mais c'est 6 pays. Et en comparant les chiffres, on s'est rendu compte que quand on enlève les mesures de contrôle, les mesures de distanciation et autres, quand on prend les données avant les mesures pour contrôler la maladie, on se rend compte que plus l'âge de la population est élevé, plus le nombre de cas contaminés au coronavirus par habitant est élevé. Donc, la survenue de la maladie est liée à l'âge élevé dans la population. Vu que nos populations sont jeunes, avec plus de 60% de la population qui a moins de 25 ans, donc il y a peu de chances qu'on ait vraiment ce nombre élevé de cas compliqués tel qu'on l'a vu en Europe, mais ne crions pas trop tôt victoire. On ne connaît pas assez la maladie, on n'a pas suffisamment de recul, il convient de rester prudent. Et il faut aussi signaler que toutes les mesures prises par le gouvernement ont contribué à ce que la maladie ne se répande pas. Les frontières ont été fermées, les villes ont été bouclées, la circulation interurbaine a été très contrôlée de manière à limiter l'épidémie. On a fermé les lieux publics très importants du genre des écoles, des lieux de culte et tout ça. Donc, toutes ces mesures ensemble, à mon sens, ont contribué à maîtriser la propagation de l'épidémie. Donc, aujourd'hui, que certaines restrictions ont été levées, c'est la raison pour laquelle on en appelle à la vigilance de tous, de continuer à respecter les mesures barrières, parce qu'on a pu le voir avant la levée des restrictions. En 3 semaines, le nombre de cas a doublé et puis triplé. Ça a un peu alerté tout le monde, ça fait un peu peur, et puis le taux de guéris a rassuré davantage. Donc c'est pour dire que
en termes de contamination, ça peut aller très vite et on a tout intérêt à ce que les personnes fragiles ou vulnérables qui sont dans nos familles ne se retrouvent pas exposées. Il y a ce risque élevé qu'elles fassent des complications. Justement, parlant bien sûr de ces mesures barrières, bientôt les pays de la CEDEAO vont réouvrir les frontières. Est-ce qu'on est à l'abri vraiment quand on sait que la CEDEAO c'est un ensemble circulaire du Togo au Bénin, au Nigeria et certains pays. Alors, c'est un risque à prendre parce qu'il faut aussi vivre. Comme ça fait déjà, je peux dire, près de 3 semaines qu'on répète que désormais nous devons apprendre à vivre avec le virus. C'est valable par rapport aux activités économiques. Il faut bien que les activités reprennent pour que les uns et les autres puissent vaquer à leurs occupations, que le pays aussi puisse tenir les enjeux de développement qui se posent. Donc on ne peut pas rester indéfiniment frontières fermées, autarciques, c'est pas possible. Nous dépendons, nos pays en tout cas dépendent les uns des autres, dépendent des importations, dépendent de l'activité économique portée par l'être humain. Donc, à un moment ou à un autre, il faut bien arriver à l'ouverture des frontières. Maintenant, c'est le comportement des uns et des autres aussi, de manière individuelle, qui va faire la différence. Alors, dans les facteurs cités sur la question que je vous ai posée de cette vieille population qui supportait peut-être mal la maladie à coronavirus, au niveau des jeunes, on parle également de l'immunité qui est l'un des facteurs qui joue en leur faveur. Que dites-vous? Alors, toujours par rapport aux recherches, dans la revue de littérature, il est décrit que les moins de 20 ans présentent beaucoup de chances de ne pas faire la maladie. Même s'ils sont en contact avec le coronavirus, ce sera des porteurs sains, ils ne vont rien manifester pratiquement. Par contre, au-delà de 20 ans commence cette probabilité que la maladie se manifeste, mais surtout au-delà de 60 ans et surtout aussi en fonction de l'état de santé. C'est-à-dire s'il y a une maladie préexistante ou pas, on peut tendre vers des complications. Donc rappelons-le, la maladie à coronavirus, sur 100 personnes, 80 ne manifesteront pas la maladie, ils seront contaminés, ils seront des porteurs asymptomatiques ou bien ils feront la maladie sans même le savoir tellement les symptômes seront bénins. Et c'est 20 personnes sur les 100 qui vont développer des complications et qui, à grande échelle, représentent un danger en termes de prise en charge parce que la capacité d'accueil de nos structures sanitaires ne pourrait pas accueillir tout ce monde-là en même temps. Voilà. On va s'intéresser à un point, la faim et la malnutrition. Sont-ils des facteurs aussi qui exposent à cette maladie à coronavirus? Tout à fait. Avoir faim un jour, ce n'est pas un problème. Mais avoir faim plusieurs jours, c'est-à-dire ne pas manger à sa faim, ne pas apporter au corps, à l'organisme, l'énergie qu'il lui faut, les nutriments qu'il lui faut pour pouvoir tenir son activité. Pour ce qui est des enfants, c'est ne pas avoir suffisamment de nutriments pour construire, bâtir l'organisme et que l'enfant puisse grandir de manière saine et normale, rendre fragile par rapport aux agressions extérieures. Donc ce n'est pas uniquement par rapport au coronavirus. Toute personne qui souffre de malnutrition n'a pas suffisamment d'éléments pour bâtir sa capacité de défense. Et donc est exposée, est beaucoup plus à même de faire rapidement des maladies pour lesquelles, en temps normal, quelqu'un de bien nourri, quelqu'un de sainement nourri, le corps se défendrait naturellement par rapport à ces agressions extérieures-là. Voilà. La faim, oui. Malnutri également, c'est... Tout à fait. Malnutrition, vous pouvez, en termes de malnutrition, pour faire des exemples tout simples, je peux parler par exemple de la maladie du béri-béri que connaissaient les marins. Parce que pendant de longtemps, pendant les temps de voyage sur mer, ils ne mangeaient que du riz. Et donc, il y a un certain nombre de ce que nous appelons les oligo-éléments, des vitamines, des acides aminés et autres qui manquent dans l'alimentation et qui font que le corps n'est pas en mesure de satisfaire tous les besoins de l'organisme. Donc, la malnutrition consiste à apporter juste une partie des éléments dont le corps a besoin, mais pas la totalité pour constituer
un ensemble sain réparti entre les différentes cellules de l'organisme. Donc, la malnutrition est un problème. Est-ce qu'on mange vraiment bien en Afrique? Tout est une question de connaissance et d'équilibre. Ou bien de la composition du mets dans Exactement. Le tout n'est pas dans la quantité ou le volume du plat, mais c'est la qualité, c'est-à-dire est-ce qu'on a suffisamment d'aliments énergétiques tels que les glucides, donc tout ce qui va apporter du sucre. Est-ce qu'on a suffisamment d'aliments de construction, c'est-à-dire les protéines? Est-ce qu'on a suffisamment de glucides, donc c'est aussi de lipides, donc les corps gras, qui, une partie, amène des éléments de protection pour certains organes nobles, entre guillemets, tels que le cœur ou le cerveau, ou bien apporte aussi de l'énergie. Donc, c'est un équilibre entre tout ça qui est nécessaire. Et j'aime bien rappeler une formule que nous apprenons pendant notre cursus de pharmacien. C'est la dose qui fait le poison. Vous mangez trop de glucides ou bien trop de viande ou trop de ceci, vous-même, vous êtes en train de vous créer la maladie. Il y a un adage qui dit que beaucoup de viande ne gâte pas la sauce. Ça ne gâte pas la sauce, par contre, ça nuit au corps. Voilà. Ça nuit au corps. Si la même chose, vous pouvez la manger en 5 jours, au lieu de la manger en une fois, un soir. Vous convenez avec moi qu'enfin, dans nos pays, aujourd'hui, une chose qui est faite peut-être ce soir, c'est fini. Demain matin, c'est pas évident. Justement, donc on en revient à ça. La dose fait le poison. Sachons écouter notre corps, manger sainement, ne pas... Même si on fait des excès, que ce ne soit pas des excès au quotidien. De temps en temps, une fois en passant, on peut se faire plaisir. Mais les excès au quotidien nous mènent aussi droit à nos problèmes de santé. Très souvent, d'aucuns pensent que comme on n'en a pas tellement pris de par le passé, c'est l'occasion peut-être, on a la chance d'avoir tout cela. Il faut compenser le vide. Il faut compenser le vide. Malheureusement, le corps ne réagit pas comme ça. Le corps enregistre tous les excédents. Et puis, bon, à part quelques exceptions que nous avons peut-être dans nos familles ou dans nos relations, en général, les excès de table se ressentent très vite sur le tour de taille. Ça se ressent très vite sur le tour de hanche. On le sent, hein? Les excès, ça se voit immédiatement. Mais donc, naturellement, grossissent. Dans tous les cas, l'addition est simple. Oui. Entre les entrées et les sorties, il n'y a pas d'équilibre. Donc, du moment que les entrées dépassent les sorties, c'est normal que de la réserve, donc le reliquat qui reste dans l'organisme, se manifeste d'une manière ou d'une autre. Ça, soyons factuels. Du moment que les entrées dépassent les sorties, donc les sorties, ce n'est pas que l'élimination naturelle par le corps. Oui. On recommande le sport justement parce que le sport permet d'éliminer, en dépensant de l'énergie, permet d'éliminer le surplus de calories qu'on a absorbé par l'alimentation. Donc voilà. Alors justement, cela m'amène à vous poser cette question-là. Faut-il édicter des gestes barrières spécifiques à l'endroit de ces personnes vulnérables, des populations qui sont peut-être entre guillemets vulnérables? Alors, malheureusement, il n'y a pas quelque chose de spécifique pour ces personnes vulnérables. C'est que ce soit l'entourage, que ce soit ces personnes elles-mêmes, c'est l'application, c'est le respect strict des mesures barrières. Et les 3 mesures barrières basiques, c'est le port de masque, donc se protéger, le nez, la bouche, se laver régulièrement les mains et pratiquer la distanciation physique les uns envers les autres. Pour le moment, ce sont les 3 choses les plus basiques que on peut mettre en place au quotidien, on doit mettre en œuvre au quotidien pour aider les personnes vulnérables que nous avons dans nos familles à ne pas se retrouver exposées. Parce que c'est vraiment dommage d'être une personne vulnérable, donc portant peut-être déjà des maladies ou ayant des facteurs aggravants qui limitent sa mobilité, qui reste chez lui et la maladie vient de trouver chez lui à cause de quelqu'un de bien portant qui sort et qui la ramène. Ce serait vraiment dommage. Donc, c'est vraiment d'appliquer soi-même les mesures barrières et envers sa propre famille, envers soi-même et les personnes vulnérables que nous avons dans notre environnement. C'est quand même rentré dans les habitudes depuis l'avènement de cette maladie, surtout au Togo, quand l'État a décrété l'état d'urgence dans tout son ensemble. On a comme impression qu'il y a un petit relâchement. Je confirme. Moi, j'ai assisté à des scènes où des personnes avisées d'un certain âge et tout
se sont donné la main. C'est-à-dire que, bon, dans leur esprit, la maladie est en partance, donc on peut recommencer à se serrer la main, on peut recommencer à faire des accolades et tout. Et bon, voilà, ce sont nos réalités, les réflexes, on l'a Mais on peut se serrer la main et puis utiliser les gels là, ou se laver les mains après, non? Ben, il faut le faire immédiatement après. Ben, si on ne le fait pas immédiatement après, il vaut mieux éviter parce que on a tendance à se toucher les yeux. On dit de ne pas se toucher les yeux, de ne pas se toucher le nez ou la bouche, mais c'est des réflexes. On n'a même pas conscience qu'on est en train de... C'est vite fait, hein? Voilà. C'est justement parce qu'on n'a pas conscience de ces gestes réflexes-là qu'on dit qu'il vaut mieux éviter de se serrer la main et de se laver régulièrement les mains, puisque de toutes les manières, les mains sont en contact avec les surfaces et autres, donc de se laver régulièrement les mains. Donc, c'est un peu ça. Parfait. On va devoir jeter un coup d'œil sur la situation de cette maladie à coronavirus ce lundi dans tout son ensemble au Togo. C'est le 22, non? À la date du 22 juin 2020 au Togo, la situation se présente comme suit. Nous avons 569 cas confirmés avec 176 cas actifs, 380 cas guéris, 13 décès. Pas de nouveaux cas confirmés parmi les 79 personnes testées. Maintenant, le nombre total de ces cas positifs est à 569. 5 nouveaux guéris ont été enregistrés, portant à 380 le nombre total des patients guéris de Covid-19. Voilà un peu la situation avec un total de 28 065 tests de laboratoire qui ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national. Ça aussi, c'est un jour où on n'a pas enregistré du tout un cas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ou bien c'est parce qu'on n'a pas trop dépisté ou comment? On a que 79 cas dépistés. Hein? Comme on a déjà dit, c'est vrai, on a un système de surveillance assez actif et vous voyez le nombre de tests par jour. Oui. Le nombre de tests révèle quand même qu'on prend... quand on est alerté, les mesures sont prises pour les prélèvements. Mais là, on a, c'est vrai, une dégression, une diminution du nombre de cas. C'est en dents de scie. Mais toujours est-il que ça dénote quand même que les efforts qui sont faits, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau individuel, par les uns et les autres, portent leurs fruits. Donc, il nous revient d'engranger ces acquis-là, en espérant que, en apprenant à vivre avec la maladie, le côté complication qui rend la maladie difficile à gérer dans certains cas, que ce côté complication-là ne prenne pas de l'ampleur. Sinon, on peut le voir, comme je l'avais dit tout à l'heure, les tranches d'âge les plus touchées vont de 15 à 44 ans. Donc, ce sont des populations jeunes. Ça explique aussi en partie le taux de guérison. Donc, on a cette évolution positive, cette issue positive de la maladie d'aller vers la guérison parce que le facteur âge joue, mais également le fait que, bon, les gens essayent de mettre en pratique les mesures qui sont mises en place. C'est une très bonne chose. C'est-à-dire qu'on tend vers la fin de la maladie au Togo? La fin de la maladie au Togo, je n'y crois pas. Déjà, on va rouvrir les frontières, donc... Le mixage entre les populations et autres va reprendre. La fin de la maladie, je ne crois pas, mais c'est plutôt... On va apprendre davantage à vivre avec cette maladie-là et qui, on espère, va évoluer vers des formes de grippe qu'on sait gérer, en fait. Donc, et qui font qu'on ne s'est jamais excité sur des grippes. Pourtant, ça cause aussi des décès. Ça fait aussi des ravages, mais ça n'a pas causé autant de dégâts ni de peur comme on l'a eu avec le coronavirus. Donc, j'espère qu'on va tendre vers un équilibre entre notre vie au quotidien et l'existence de la maladie. C'est plutôt vers ça qu'on va tendre. Qu'est-ce qui est fait concrètement à l'endroit de certaines personnes en situation délicate? Je veux parler de handicap visuel. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait pour pouvoir aussi
les garder à l'abri de cette maladie-là? Alors, Quelqu'un me posait une question la fois dernière, que est-ce qu'on ne voit pas qu'on en fait trop avec coronavirus quand les fous, les handicapés mentaux circulent librement, ils n'ont pas de soucis, et nous qui sommes bien portants, on se gêne de trop. alors c'est vrai que on n'est pas du tout à la même échelle parce que le degré de contagiosité du coronavirus rend toute la population vulnérable. Il ne s'agit pas d'un ou deux individus. Un handicap mental n'est pas transmissible. Donc, on n'est pas du tout sur le même degré de dangerosité. C'est ça qui fait justement le niveau de dangerosité des maladies transmissibles, c'est le fait qu'elles soient en mesure d'affecter un certain nombre. Et dans le cas du coronavirus, elles sont en mesure d'affecter un grand nombre et de faire carrément arrêter de faire fonctionner un pays. On a pu le voir. On a pu le voir avec tous les pays qui nous ont précédés, qui ont commencé à fermer leurs frontières, interrompre tout, fermer. L'Inde avait commencé à desserrer, déconfiner. Ils ont dû reconfiner. La Chine, pareil, avait commencé à déconfiner. Il y a eu un nouveau foyer. Ils ont dû reconfiner, refermer. Donc, le potentiel de dangerosité de la maladie fait que ce n'est pas comparable avec d'autres maladies qui sont là, avec lesquelles on vit et qui font que, bon, on trouve peut-être qu'on en fait trop, mais aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, la manière dont la contamination par rapport au coronavirus se fait, ce n'est pas du tout la même chose que pour le paludisme. Dieu seul sait pourtant que le paludisme tue, mais ce n'est pas le degré auquel se contamine le coronavirus, ce n'est pas à cette vitesse-là que le paludisme se passe d'un individu à l'autre. Dans Voilà. votre explication, il y a quelques secondes, vous avez parlé bien sûr de l'Inde, de la Chine. Certains spécialistes disent que c'est leur phase endémique. Alors, on parlera d'endémie quand non seulement toute la zone ou tout le pays est touché, mais sur toute l'année. Mais là, pour le moment, bon, on est à un deuxième foyer. Ça, c'est décrit dans les modèles. Dans les différents modèles, c'est décrit que on a un pic, ensuite on a le nombre de cas qui chute et les gens se relâchent, le respect des mesures se relâche, le respect la mise en place des restrictions et autres est levé et la maladie repart d'un bond parce que à nouveau le mode de contamination la contamination n'est pas maîtrisée. Donc ça, c'est décrit dans la vie des épidémies. C'est pour ça que, quel que soit le pays, il y a les modèles ont prévu des moments de rebond. Donc ça, c'est décrit, c'était attendu. Maintenant, de quelle ampleur et quelle est la capacité du pays à le maintenir, à le maîtriser à un niveau qui ne déborde pas ses capacités de prise en charge, c'est là tout le défi. Le Togo aussi a allégé un peu certaines mesures barrières et les élèves en classe d'examen ont commencé les cours. C'est-à-dire dans une semaine, 2 semaines, on peut assister à ce genre de choses. C'est possible. C'est même pour la raison pour laquelle aujourd'hui, au niveau du Comité national de gestion de la riposte, ils sont très, très vigilants. Ils sont très... la communication est accentuée entre les ministères sectoriels pour garder vraiment... pour garder à l'œil une éventuelle apparition d'un foyer dans un établissement scolaire ou pas. La surveillance est vraiment très haute à ce niveau-là pour voir comment ça évolue avec cette reprise. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec un foyer qui va gêner la reprise des cours et éventuellement l'examen à programmer? La surveillance est vraiment très rapprochée à ce niveau. Pourquoi ne pas peut-être penser à dépister les enseignants ou les élèves? Ça va revenir un peu cher au pays? Non seulement ça va revenir un peu cher, mais en termes d'approche, ce n'est pas quelque chose qui a été retenu, d'autant plus que qu'est-ce qui induit à faire le dépistage? En général, on a des signes. Il faut que quelqu'un présente des signes qui fassent suspecter le coronavirus pour déclencher
le dépistage. Et donc, avec le nombre d'élèves qu'on a sur toute l'étendue du territoire, c'est difficile, même si ce ne sont qu'en classe d'examen, mais c'est quand même un effectif qui dépasse 45 000, si je ne me trompe pas. Il est difficile de lancer 45 000 tests, sachant que ce n'est pas parce que vous avez été testé aujourd'hui que vous n'allez pas être contaminé peut-être demain ou après-demain par quelqu'un d'autre. Donc, c'est un peu ça. Le test n'a toute son importance que quand on a des signes suspects de la maladie. Mais en l'absence, faire ce dépistage de masse et les gens vont continuer à être ensemble dans le truc. On n'a pas les moyens de tenir ce dépistage de masse-là et continuer. Donc, c'est vraiment la surveillance très rapprochée entre les ministères, le fait d'analyser, de reporter systématiquement des personnes qui présentent des symptômes suspects au niveau de ces établissements. J'ai posé la question parce qu'on a vu avec le Sénégal au niveau d'une ville, Casamance et autres là, à Ziguinchor, on a dû tout refermer. Exactement. Donc, c'est ce genre de scénario qu'on ne souhaite pas, d'où la surveillance très rapprochée. On va parler de la circulation interurbaine dans certaines villes aussi du pays, au nord de Lomé, au nord du nord à Lomé, la capitale. Que doivent-ils faire justement les passagers? Puisque des fois il y a consentement. Oui. Quand on cherche, on veut vite aller peut-être à une localité, on est pressé, on se dit bon, c'est un seul coup, on va aller voir. Ça ne va rien faire. Oui, il y a ce raisonnement qui est là, d'où toute l'importance, je suis désolée de le dire comme ça, mais d'où toute l'importance de la force anti-Covid. L'être humain, quand on lui met des règles, il faut mettre en même temps les mesures de contrôle de ces règles. Et donc, la tentation est forte de se dire, il n'y a rien, la maladie c'est pour les Blancs, c'est pas pour nous, et tout, mais... Voilà, les règles qui protègent ont fait leur preuve dans différents pays. Et avant que la maladie n'arrive chez nous, c'est vraiment la distanciation sociale et tout. Donc, même si il faut se déplacer, il faut prendre soin de se protéger, il faut prendre soin de respecter la distanciation telle que prévue dans les transports. Voilà. Qu'en est-il des lieux de culte? C'est toujours le statu quo. Toujours le statu quo. En tout cas, jusqu'aux dernières nouvelles, je n'ai pas eu d'informations sur une réouverture prochaine des lieux de culte. Non. Puisqu'on a vu dans d'autres pays, certaines mesures ont été proposées afin de leur permettre de commencer aussi timidement. On a comme l'impression que le Togo, tant considéré comme une nation de Dieu où on a des différentes obédiences religieuses, ça traîne toujours. On se dit, mais qu'est-ce qui n'a pas entre-temps marché? Bon, disons que pour le moment, moi, je suis pas dans le secret des dieux, donc je ne sais pas encore où est-ce que ça en est par rapport à la réouverture des lieux de culte, mais... Toujours est-il que ça n'empêche pas d'adorer son Dieu là où on est. Et donc, il faut garder patience. Moi, c'est ce que je peux dire. Il faut garder patience pour la réouverture des lieux de culte. On va revenir un peu sur le port du masque. Le port du masque, ce que vous avez porté, ça c'est le chirurgical. Il y a d'autres types de masques qu'on a aujourd'hui, l'entretien dans tout son ensemble. Alors, pour tout ce qui est des masques cousus, il faut systématiquement les laver à l'eau et au savon le soir quand on est rentré, après utilisation. Et bon, pour ce qui est produit sur place ici, qui respecte un certain nombre de normes, la chose que je ne maîtrise pas, c'est le nombre de lavage au bout duquel il faudrait remplacer le masque. Donc, la seule indication que je peux donner, c'est que au lavage, quand le tissu commence à se déchirer, parce que laver tous les jours un masque, ça, en fonction de la qualité du tissu, il se détériore au contact avec le détergent. Donc, quand le tissu commence à se déchirer, il faut changer de masque. C'est encore mieux, il faut changer. Maintenant, il y a d'aucuns qui, depuis l'avènement de Corona, on a comme l'impression que
Ça n'a jamais été lavé. C'est des habitudes de vie qu'il faut intégrer. Et donc, on peut pas... Si on n'est pas prêt à laver le masque en semaine, donc c'est qu'on a au moins 6 ou 7 masques en tissu qu'on change chaque jour et on fait sa lessive le week-end pour ceux qui ont l'habitude de ne faire la lessive qu'une seule fois. Donc, c'est de pouvoir faire la lessive en gros un jour dans la semaine. Mais dans ce cas, il faut avoir suffisamment de masques pour la semaine. Voilà. On les voit souvent avec nos amis conducteurs. Ça défraie un peu la chronique. On se dit, mais bon, c'est de est-ce continuer qu'il la faut... sensibilisation, c'est de passer par leur centrale syndicale pour continuer la sensibilisation de proximité sur la nécessité d'entretenir les masques et de les laver, parce qu'il n'y a pas que... Les masques ne reçoivent pas que nos propres projections, les masques reçoivent les projections de ceux qui nous parlent ou qui toussent à côté de nous. Donc, c'est d'où tout l'intérêt de l'entretenir, de le laver, et d'éviter de toucher le masque quand on l'a porté, d'éviter de toucher la partie qui se trouve devant, donc qui couvre le nez et la bouche, parce que c'est la partie qui reçoit les projections quand les autres parlent ou toussent. Donc, il est important d'éviter de toucher. Et quand on enlève le masque pour le remplacer ou le déposer, il faut systématiquement se laver les mains aussi. Dans les mesures les plus essentielles que vous avez eu à énumérer il y a un instant, le port de masque, lavage systématique des mains et puis la distanciation. Et quand on parle de la distanciation, il vous est arrivé quand même de faire un tour dans les coins, recoins de Lomé, les débits de boissons, je veux parler. Vous voyez ce qui se passe en ce temps-là, quand on sait qu'il n'y a plus couvre-feu? Alors, le soir, je ne sais pas trop, mais toujours est-il que les week-ends, même en pleine journée, il y a des débits de boissons qui ont repris. Et on sent qu'il faut continuer la sensibilisation parce que les gens sont assis sans respect de la distanciation sociale, sans masque et tout. Et donc, on sent qu'il y a une sensibilisation à continuer à faire à ce niveau-là. C'est bien de sortir du confinement, sauf qu'on n'a pas été vraiment confiné. Quand on prend nos villes, on n'a pas vraiment... Les villes ont été bouclées, mais on n'a pas connu le confinement tel que d'autres pays l'ont connu, où... les gens étaient obligés de rester à la maison 24 heures sur 24, de ne sortir que 1 ou 2 fois sur autorisation. On n'a pas connu ça. Donc, c'est vraiment de continuer la sensibilisation pour qu'on ne relâche pas le respect des mesures barrières. Au marché aussi, on le voit. Hein, au marché, c'est pas évident. Tout le monde vient pour ses courses et donc est pressé d'atteindre son objectif. Est-ce que c'est possible, la distanciation au marché? C'est pas possible hein, quand on parle du marché. Quand on laisse le marché dans sa topographie actuelle, oui, tel que c'était avant le coronavirus, si on laisse le marché comme ça, ce n'est pas possible. Ça, c'est sûr, ce n'est pas possible. Mais par contre, ça signifie un réaménagement des espaces. On n'avait pas construit les marchés en tenant compte de la distanciation sociale. Donc, c'est vraiment de l'ingéniosité humaine que de se dire, bon, tel nombre de personnes rentrent, tel nombre de personnes sortent pour permettre d'éviter les attroupements et autres. Mais il y a un marché où carrément ce sont les revendeuses qui sont responsabilisées, quel que soit le nombre de personnes, elles n'ont pas le droit de servir des clients qui ne sont pas au moins protégés par un masque. Ce sont elles qui collectent l'amende quand on les surprend, même si elle, la revendeuse, elle a le masque et que son client n'a pas et qu'elle accepte de le servir comme ça, c'est elle qui récolte l'amende. Donc du coup, elles deviennent même vecteurs de messages de sensibilisation vis-à-vis des clients. Et bon, ça, mais c'est pas aussi respecté. Hein. Ça a l'air de marcher. En tout cas, dans ce marché, ça a l'air de prendre le fait que... Vous étiez où, là? Dans quel marché, là? À Sieyé. À Sieyagoué. Oui. Vous avez été à Radionaoui? Oui, à Radionaoui, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est pas évident. C'est délicat, hein? C'est pas évident du tout. Surtout avec nos amis qui sont au niveau de R+1 là, qui font leur business là-bas. Oh, c'est difficile, hein? Il y a des jours, il y a des heures auxquelles les gens trouvent que... Enfin, ils pensent qu'ils ne sont pas vus parce qu'il n'y a pas encore suffisamment d'affluence, mais vous avez des groupes, c'est aucune distanciation, c'est vraiment comme avant le coronavirus, quoi. Voilà. Donc... il n'y a pas que là-bas. Hein. Je pense que tous les marchés sont confrontés, quel que soit leur positionnement, tous les marchés sont confrontés à ce problème-là de distanciation sociale parce que
un marché, par définition, il n'y a pas de, il y a pas de distanciation à prendre en compte dans un marché. Donc, c'est toute une manière de penser, d'aborder la chose qui doit être revue en tenant compte de cette contrainte qu'est de vivre avec le coronavirus. Ça prendra du temps. Soyons patients, ça prendra du temps. Voilà. Je parlais la fois dernière du marché de Dany et d'Amakwapé. Il y a certaines personnes qui m'ont écrit que là-bas, c'est comme si c'est un autre monde, hein, que c'est ceux qui viennent de Lomé qui viennent quand même changer la donne, parce que ces personnes-là qui vivent dans ces marchés, qui vendent dans ces marchés-là, sont habitués quand même à certaines gestes barrières, mais ceux qui viennent de Lomé pour leur business, là, ils pensent, c'est peut-être ceux qui viennent de Lomé pensent avoir plus de liberté là-bas. Donc, il revient aux autorités locales de veiller à ce que tous ceux qui viennent respectent les mesures barrières. Et puis, vous avez parlé d'Any. Any est un grand carrefour. Oui. Le même problème se pose pour les marchés transfrontaliers. Au niveau de Keta, voilà. Au niveau de Pagoda aussi, il y a un marché là. Voilà, il y a Noépé à côté. Noépé à côté. Voilà, donc il y a de grands carrefours où vraiment c'est un challenge que de faire respecter les mesures barrières. Et donc, comme je le disais, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Ça ne peut pas être comme ça du jour au lendemain où tout le monde applique et autres. Ça va rentrer dans les habitudes au quotidien de pouvoir de savoir se protéger, de savoir respecter les mesures barrières. Ça prendra du temps, mais le plus important, c'est de continuer la sensibilisation. C'est déjà la fin. La sensibilisation, on en fait pratiquement toute la semaine, à partir de 21h10 sur cette antenne. On va continuer demain, mais pour ce soir, c'est déjà fini. Alors, c'est peut-être déjà fini, mais c'est vraiment, il faut féliciter les médias, tous les médias qui collaborent à... Vous pensez que les médias font du bon boulot en ce moment-là? Oui, parce qu'à aucun moment, la sensibilisation n'a ralenti. Parce que d'aucuns disent que, bon, voilà, on se dit, mais on aimerait avoir, vous, votre avis en tant qu'expert du domaine, de la santé. Au risque d'être banal, la répétition est pédagogique. Ça, Oui. La répétition est pédagogique, donc on n'a pas d'autre choix que de continuer à marteler ces messages de sensibilisation, d'alerte, de respect sur les mesures barrières. Et donc, félicitations aux médias de garder ce rythme soutenu sur le message dans la lutte contre le coronavirus. C'est la seule manière pour que progressivement le message passe au plus grand nombre et que progressivement on revoit nos habitudes pour mieux se protéger. Parfait. Merci d'être passé. Merci. Il y a une question qui m'a été posée la fois passée que j'aimerais vous la poser avant qu'on ne se sépare. Quelqu'un me demande qui est-ce qui peut payer des produits pharmaceutiques au niveau de CAMEG. Ok, la CAMEG, donc Centrale d'achat des médicaments essentiels et génériques du Togo, est dédiée à l'approvisionnement des formations sanitaires publiques. Donc, c'est pour les formations sanitaires publiques en priorité. Donc, ce ne sont pas pour des individus. Ou des on ne peut pas venir comme ça, venir non, payer non, vous allez acheter... Du parastamol, Doliprane ou autre là. Vous allez acheter au niveau des pharmacies intérieures des formations sanitaires, mais les formations sanitaires viennent s'approvisionner à notre niveau. Et une autre différence avec le secteur privé, c'est qu'on ne fait pas une grande gamme de produits. On est focalisé sur les médicaments dits essentiels, c'est-à-dire les médicaments qui permettent de soigner les causes de maladies les plus fréquentes que connaît le pays. Donc, voilà, la CAMEG est dédiée à l'approvisionnement des médicaments essentiels et génériques pour les formations sanitaires publiques. Merci beaucoup, docteur Mamessi Liassi, et bon retour. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Très bonne suite de nos programmes à vous tous.